Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pourquoi le choix du Maroc comme objet d'étude ? Le Maroc est un territoire qui présente de multiples intérêts. Il est situé à la confluence de trois espaces, l'espace européen, l'espace arabo-maghrébin et l'espace africain. À l'échelle africaine, c'est un acteur politique, économique et technologique important. Avec 35 millions d'habitants et plus de 100 milliards d'euros de PIB, le Maroc est la 5e économie africaine. C'est à la fois une terre d'accueil pour les investissements directs étrangers, (ID). Le Maroc est le 2e récipiendaire d'investissements directs étrangers en Afrique, et c'est également un foyer de rayonnement en Afrique où il est devenu en 2018 le 2e investisseur après l'Afrique du Sud. De même, le Maroc développe depuis le début du règne de Mohamed VI une diplomatie africaine très active, qui comprend un volet économique important. Le choix du numérique nous a paru particulièrement intéressant, car c'est un secteur d'activité dont le Maroc a rapidement compris l'importance et dont l'État marocain a tenté d'accompagner le développement, participant ainsi à l'émergence d'un secteur de l'offshoring dynamique et à celle d'un des principaux opérateurs de télécommunications panafricains. De nombreuses entreprises voient l'Afrique comme le prochain territoire de conquête. C'est particulièrement le cas du secteur du numérique, qui possède, encore plus que d'autres, un potentiel de croissance important en Afrique, en raison de sa grande jeunesse, des solutions qu'il apporte déjà ou des promesses qu'il porte dans des domaines comme la santé, l'éducation, la banque ou l'agriculture. Dans le domaine du numérique, le Maroc est une terre d'accueil pour les investissements et un marché convoité. La présence d'Orange, les participations koweïtiennes et émiriennes dans les opérateurs Inouï et Maroc Télécom en sont la preuve, mais également un foyer de rayonnement. La présence de Maroc Télécom dans 10 pays africains l'atteste. Il n'y a pas à notre connaissance de travaux portant spécifiquement sur la stratégie numérique marocaine sous l'angle géopolitique, même si, nous le verrons dans le chapitre 1, différents travaux de sciences politiques, de géographie, d'économie ont traité partiellement de ce sujet, et si le numérique a fait l'objet de nombreux rapports de la part d'instituts marocains ou d'organisations internationales. L'étude de la stratégie du Maroc en matière numérique se fera sur plusieurs échelles. L'échelle nationale d'abord, car cette stratégie est mise en œuvre par des acteurs, l'État et les entreprises marocaines, dont les centres de décision se trouvent sur le territoire marocain. L'échelle régionale qu'est l'Afrique, ensuite, c'est le principal espace sur lequel se déploie cette stratégie. L'échelle internationale, enfin, car le numérique est un secteur industriel dans lequel s'affrontent les 3 principaux pôles économiques mondiaux, Amérique du Nord, Europe et Asie. Le Maroc entretient des relations, sur un sujet comme le cyber qui relève du numérique, avec des États appartenant à ces différents pôles. De même, le Maroc représente un marché important à l'échelle africaine pour les entreprises du numérique issues de ces différents pôles. Enfin, certaines entreprises marocaines intégrées dans des chaînes de valeur mondiales, CVM, se déploient dans ces différents pôles. Le Maroc s'est connecté au réseau Internet en 1995, et le secteur des télécommunications y a été libéralisé en 1997. Le développement au Maroc des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, que l'on appelle désormais plus communément numérique, traduction française du terme anglais digital, correspond à peu près à l'avènement du souverain Mohamed VI en 1999. Le développement du numérique a connu 3 phases au Maroc. La première phase débute avec la libéralisation du secteur des télécommunications et s'achève en 2011. Durant cette phase, le numérique est essentiellement perçu par l'État marocain comme un outil au service du développement du pays. Les réformes mises en œuvre permettent au Maroc de figurer dans le peloton de tête des pays africains en termes de connectivité à Internet et de digitalisation ou numérisation de son économie. À partir de 2011 et dans le sillage des printemps arabes, la perception du numérique change. Le numérique apparaît comme un secteur accélérateur de rupture sociale, qui prenne l'État marocain de court, et auquel il doit s'adapter en lançant une réforme constitutionnelle. Les technologies numériques seront d'ailleurs, à l'initiative de citoyens, utilisées pour rassembler et formaliser des propositions de réforme. L'année 2020
avec la Covid-19, marque une nouvelle étape dans la perception que le Maroc a du numérique. Comme partout dans le monde, les technologies numériques sont vues comme des outils permettant la résilience du pays. Télétravail, identification et aide financière des personnes dans le besoin via les téléphones portables, application de traçage volontaire Wiketna qui est le pendant marocain de l'application Stop Covid. La Covid-19 devrait donc, comme ailleurs, être un facteur d'accélération de la numérisation des entreprises et des administrations marocaines. La Covid-19, par le débat qu'elle a suscité sur les modalités de la numérisation, a également amené le Maroc à s'interroger sur la notion de souveraineté numérique. Les technologies numériques se diffusent dans toutes les activités humaines, et si leur développement fait souvent l'objet de politiques publiques, leur diffusion et leur adoption échappent pour partie aux États. Dans la sphère des politiques publiques, nous nous attacherons donc à étudier les politiques mises en place par l'État marocain pour développer le secteur numérique. Dans la sphère de la sécurité et de la défense, nous nous attacherons à comprendre les rapports qu'entretient le Maroc avec d'autres États et les entreprises qui en sont issues, et comment certaines entreprises marocaines sont influencées par la politique étrangère et la politique de défense qui est celle du Maroc. Dans la sphère économique, nous nous attacherons à comprendre les stratégies mises en place par les principaux acteurs privés du secteur numérique marocain. Comment s'intègrent-elles à la stratégie développée par l'État ? Comment les entreprises marocaines s'intègrent-elles dans l'environnement international, les chaînes de valeur mondiales ou CVM ? Quelles sont les lacunes du secteur numérique au Maroc ? 4 problématiques conduiront notre réflexion. Comment s'intègre la stratégie marocaine de développement numérique à la stratégie de développement économique mise en œuvre depuis l'accession au pouvoir de Mohamed VI ? Comment s'articule la stratégie numérique du Maroc en Afrique avec celle qu'il met en œuvre sur le plan diplomatique, et notamment avec sa diplomatie économique ? Quelles relations le Maroc entretient-il avec les autres acteurs du numérique ? Union européenne, France, États-Unis, Chine, Russie, mais également des acteurs comme l'Inde, la Corée du Sud ou la Malaisie, avec qui le Maroc a développé des partenariats. Malgré le volontarisme affiché, le Maroc peut-il devenir un hub numérique, et acquérir en ce domaine une forme de souveraineté qu'il conviendra de définir ? Pour étudier ces problématiques, nous procéderons en 4 étapes. Nous réaliserons dans le chapitre 1 une mise en perspective des recherches menées sur le Maroc dans 3 domaines. La géopolitique et les relations internationales nous permettront d'appréhender sa politique étrangère, sa diplomatie économique et sa politique de sécurité et de défense. L'économie politique nous permettra de mieux comprendre la stratégie de développement mise en œuvre par le Maroc et d'envisager les limites d'un développement du numérique, lui aussi fondé sur un modèle essentiellement exportateur. Enfin, l'étude de différents travaux sur le numérique nous montrera en quoi il est à la fois un outil de développement et de contestation. Dans le chapitre 2, nous étudierons l'articulation de la stratégie numérique marocaine avec sa stratégie de développement industriel. Pour avoir des éléments de comparaison, nous nous attacherons à comprendre comment s'est développée la stratégie industrielle marocaine sous le règne de Mohamed VI, avant d'étudier spécifiquement les objectifs de la stratégie numérique marocaine et d'en faire le bilan. Le chapitre 3 sera consacré à l'étude de l'articulation géographique de la stratégie numérique du Maroc. Cette étude sera menée grâce à une étude des stratégies développées par les entreprises en distinguant les opérateurs de télécommunications, et notamment Maroc Télécom, des autres acteurs. Elle sera également menée à travers l'étude des relations du gouvernement marocain avec États et organisations internationales dans le domaine cyber. Enfin, dans le chapitre 4, nous interrogerons les limites du volontarisme numérique marocain en analysant les limites de la stratégie de hub numérique développée par le Royaume, en essayant d'évaluer la position relative du Maroc en matière numérique par rapport aux grandes économies africaines que sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et le Kenya. Chapitre 1 : Mise en perspective. La stratégie du Maroc en matière numérique s'intègre dans la politique étrangère développée par le Maroc sous le règne de Mohamed VI, mais également dans la politique économique mise en place,
et enfin pour ce qui est des aspects cyber dans sa politique de sécurité et de défense. De même, cette stratégie s'inscrit dans un espace géographique. Tout État fait la politique de sa géographie, disait Napoléon Bonaparte dans un aphorisme célèbre. Afin de comprendre les enjeux de la stratégie du Maroc en matière numérique, il convient d'étudier, outre les travaux portant sur le numérique même, les travaux récents effectués sur le Maroc en sciences politiques, en géographie humaine et en économie. 1. Le Maroc, sujet d'étude en sciences politiques. En sciences politiques, nous nous attacherons à étudier la politique de puissance mise en place par le Maroc, à travers une étude des travaux existants sur la politique étrangère du Maroc et son évolution depuis les années 90, les leviers diplomatiques de la politique étrangère et enfin sa politique de sécurité et de défense. 1. Les constantes de la politique étrangère marocaine. Les travaux sur la politique étrangère du Maroc ne sont pas nombreux. Il n'existe aujourd'hui aucune étude sur la diplomatie numérique ou la cyberdiplomatie marocaine, même si l'IR semble travailler sur ce sujet depuis 2019. Les travaux qui nous ont semblé les plus pertinents pour décrire le cadre dans lequel se déploie la stratégie numérique du Maroc sont ceux de Béatrice Thibou et Mohamed Todzi, ceux de Yousra Abourabi, et ceux de Jean-Yves Moisseron et Jean-François Daguzan de la FRS. Nous avons également retenu les travaux de Mohamed El-Khatiri pour le US Army War College, ceux de Ward Vlobergs de l'Université Erasmus et ceux plus anciens, de Stephen Zune, pour avoir une analyse de la politique étrangère marocaine sous un prisme plus anglo-saxon. Ces travaux nous ont permis de caractériser la politique étrangère du royaume par les éléments suivants. La politique étrangère du Maroc n'a pas encore été théorisée et reste un domaine réservé du monarque, malgré les efforts faits pour réformer et renforcer l'appareil diplomatique. Les questions frontalières, et notamment celle du Sahara occidental, ont été et demeurent des déterminants importants de la politique étrangère marocaine, auxquels s'ajoute désormais l'importance prise par les questions économiques et de sécurité. La politique étrangère marocaine n'a pas encore été théorisée, puisque les grandes orientations politiques du Maroc n'ont à ce jour pas fait l'objet d'une campagne politique, d'un débat parlementaire ou d'une publication officielle d'envergure, Abourabi 2015. Les différentes études montrent comment la politique étrangère demeure le domaine réservé du monarque, même si le ministère des Affaires étrangères a fait l'objet de plusieurs réformes durant le règne de Mohamed VI. Ce rattachement de l'action diplomatique à la personne du roi s'est manifesté par l'ingénierie de la mobilité. Hibou et Todzi, 2015, dont on observe la manifestation, sur le plan international. Entre 1999 et 2017, le souverain a ainsi réalisé plus de 50 déplacements dans plus de 29 pays, comme sur le plan national avec le déplacement du souverain dans les différentes villes royales au fil de l'année. Les questions frontalières, et notamment la question sahraoui, ont longtemps expliqué une grande partie de la politique étrangère marocaine. Après l'indépendance en 1956, le Maroc a d'abord revendiqué l'ensemble de la Mauritanie et une partie de l'Algérie en mettant en avant des arguments historiques, géographiques, religieux et anthropologiques, résumés dans un livre blanc publié le 2 novembre 1960. En raison d'un rapport de force défavorable au sein de l'ONU et de l'OIA à partir de 1963, le Maroc a recentré ses revendications sur le Sahara occidental, zone alors administrée par l'Espagne, située entre le Maroc colonial et la Mauritanie coloniale. Durant le règne de Hassan II, 1961 à 1999, père de Mohamed VI, la stratégie diplomatique du Maroc était dominée par la question sahraoui et le soutien du camp occidental. Pour le Sahara occidental, la stratégie diplomatique du Maroc consistait à rompre systématiquement les relations diplomatiques avec les pays reconnaissant la République arabe sahraoui démocratique, RASD. Cela a conduit le royaume à quitter l'OIA en 1984, quand celle-ci, sous l'influence de l'Algérie, a accepté la RASD en son sein. Jusqu'à la fin de la guerre froide en 1991, la diplomatie du Maroc s'est inscrite dans la grammaire d'un monde bipolaire. Le Maroc appartenait au camp occidental et entretenait des relations étroites avec la France phoccarcienne,
en participant à différentes opérations visant à faire front à l'avancée communiste en Afrique francophone, Abu Dhabi, 2016, tout en développant une relation bilatérale avec les États-Unis. Entre 1950 et 1987, le Maroc a ainsi été le deuxième récipiendaire d'aide américaine du monde arabe derrière l'Égypte. L'aide militaire américaine est ainsi passée de 4,1 millions de dollars en 1974 à 99,8 millions de dollars en 1978. Cette aide s'est encore accrue dans les années Reagan, ZUN 1987. 2. Une évolution dans la continuité, depuis les années 90. La fin de la guerre froide, 1991, l'avènement de Mohamed VI, 1999, et son intérêt pour l'économie, la baisse relative du poids économique de la France et de l'Union européenne depuis la crise financière de 2008, les problèmes de sécurité au Sahel sont autant de raisons qui expliquent le redéploiement de la politique étrangère marocaine, même si le Royaume maintient et approfondit ses liens privilégiés avec Europe. Le Maroc a obtenu en 2008 le statut avancé auprès de l'UE et les États-Unis, qui demeurent ses appuis stratégiques. Ce redéploiement s'est effectué vers les BRICT Vlobergs 2011, les pays du Golfe Abu Dhabi 2015, mais surtout l'Afrique El Katiri 2015. Si la reconnaissance du Sahara occidental comme province marocaine demeure la priorité de la diplomatie marocaine en Afrique, la stratégie a changé. Le Maroc a abandonné la politique de la chaise vide pour une politique des voix au sein de l'OIA. Le Maroc cherche en outre à conforter ou accroître son poids régional, à être un acteur majeur de la stabilité régionale, à travers la recherche d'une forme de puissance, Abu Dhabi 2015. C'est le double objectif de la stratégie marocaine. Lors de l'avènement de Mohamed VI, le Maroc était essentiellement tourné vers les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, centrale et sahélienne et n'entretenait que peu de rapports diplomatiques et économiques avec un axe hostile, constitué par l'Algérie et ses alliés au sein de l'UA, Afrique du Sud, Nigeria mais également Angola, Mozambique et Éthiopie. La perception par la diplomatie marocaine de son environnement régional a bien évolué depuis, comme en atteste une note du ministère des Affaires étrangères de 2014, révélée par Chris Coleman. La représentation bipolaire laisse la place à une représentation par cercle. Le premier cercle se compose des partenaires stratégiques qui soutiennent la politique sahraoui du Maroc et entretiennent avec celui-ci des liens économiques forts. Ce cercle comprend le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Gabon. Un second cercle est à renforcer sur le modèle du premier. Un troisième cercle est constitué de pays avec lesquels le Maroc dispose de relations solides, possédant un potentiel de développement de relations politiques et économiques. Un quatrième cercle rassemble des pays offrant des perspectives sur le plan politique ou économique. Enfin, des pays d'Afrique australe hostiles au Maroc sur la question sahraoui constituent le dernier cercle. Les pays du premier au troisième cercle sont pour l'essentiel des pays francophones se trouvant sur un arc atlantique, que des instituts marocains comme l'IR ou le Policy Center for the New South considèrent comme un axe de développement stratégique pour la politique étrangère marocaine. Mouline, 2016, Lesser et al., 2012. Le développement des relations du Maroc avec les monarchies du Golfe doit également être mentionné. Nous verrons que les Émirats arabes unis ont ainsi investi de manière importante dans le secteur numérique marocain. Le Maroc a certes développé ses relations avec les pétromonarchies et accueilli de nombreux investissements, mais les relations politiques sont empreintes de prudence. Le Royaume a ainsi poliment refusé l'invitation à rejoindre le Conseil de coopération du Golfe, CCG, en disant préférer se concentrer sur l'union du Maghreb arabe qui est pourtant au point mort. Le roi craignait sans doute que cela ne soit une porte d'entrée supplémentaire à l'islam salafiste, dont l'Arabie saoudite encourage déjà le développement dans ce que le royaume marocain considère comme sa sphère d'influence. Il semble que le Maroc, comme l'Algérie et la Tunisie, souhaite garder une forme de distance afin d'éviter la création de liens de dépendance trop importants. Malka 2018. L'action diplomatique du royaume s'est donc concentrée sur l'Afrique. C'est en partie un héritage de la colonisation. Yousra Abourabi parle d'un précaré gigogne au précaré français, Abourabi 2016. C'est aussi en partie un legs historique plus ancien.
L'Empire almoravide et ses successeurs ont joué un rôle clé dans l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, tout en établissant des routes commerciales qui allaient jusqu'au Nigeria et au Mali. Nous verrons plus loin dans l'étude qu'une partie du développement du secteur du numérique marocain s'opère dans ce que les Marocains considèrent comme leur sphère d'influence. 3. Les vecteurs de l'action diplomatique marocaine. Les leviers utilisés par le Maroc pour atteindre ce double objectif, outre la politique de sécurité et de défense qui sera analysée séparément, sont la représentation diplomatique dans les petits pays et les organisations sous-régionales, Abu Rabi, 2015, la diplomatie religieuse et culturelle, Abu Rabi, 2015, et la diplomatie économique, Moisseron et Daguzan, 2019. Le Maroc a ainsi ouvert plus de 30 représentations diplomatiques dans le monde entre 1999 et 2015. Chaque petit pays compte, car il représente une voix potentielle à l'ONU sur la question sahraoui. De même, pour gagner en visibilité internationale, le Maroc a investi comme membre observateur plusieurs organisations régionales. La CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CENSAD, Communauté des États sahélo-sahariens, et la CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, en Afrique, l'ASEAN en Asie, le PARLANTINO, la SEGIB et l'AEC en Amérique. L'action diplomatique du Maroc se fait également à travers l'utilisation d'une diplomatie tripartite ou diplomatie de pont, Nord-Sud-Sud, dans laquelle le Maroc s'associe à des pays du Nord comme la France ou le Japon, ou des organisations internationales comme la FAO ou la BAD, pour mobiliser des financements et construire des infrastructures dans des pays africains comme le Niger, en impliquant des entreprises marocaines. Le levier culturel et religieux a également pris une importance croissante. Le Maroc accueille depuis 2012 plus de 8000 étudiants africains par an, dont plus des 2/3 sont boursiers. Le recrutement et le suivi de ces étudiants sont d'ailleurs réalisés par l'AMCI, qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Nous verrons comment cette politique se déploie dans le domaine du numérique, secteur dans lequel le Maroc cherche à attirer des talents. Pour ce qui est de la diplomatie religieuse, le Maroc projette un islam marocain du juste milieu à Abu Rabi, 2016, en Afrique subsaharienne, pour lutter contre l'influence croissante du salafisme. L'islam marocain du juste milieu se définit à partir de 4 piliers. L'école acharite qui insiste sur l'usage de l'argumentation dialectique fondée sur la raison, le rite malékite qui développe culture et esprit de concorde, le soufisme qui autorise une forme de liberté dans le contact avec Dieu et le souverain qui est le chef des croyants. Cet islam marocain est une des dimensions du soft power marocain et vise une clientèle potentielle de 190 millions de musulmans en Afrique de l'Ouest. La diplomatie religieuse marocaine s'est notamment matérialisée par la création de l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams. Ce centre a une vocation internationale et accueille chaque année plusieurs centaines d'imams africains et européens. Il faut également noter la création en 2015 de la Fondation Mohammed VI dont le but est d'unifier les oulémas marocains et leurs homologues africains. La diplomatie économique est également un levier important de la politique de puissance marocaine. Ce thème, abordé par Yousra Abu Rabi, Jean-François Daguzan et Jean-Yves Moisseron, a été particulièrement étudié par des chercheurs marocains comme Ghizlan Salam, Karima Aoudi et Amin Dafir. Ce dernier définit la diplomatie économique comme l'ensemble des mécanismes et pratiques adoptés par des acteurs, publics ou privés, dans le but de réaliser les objectifs économiques d'un État par le recours à des moyens politiques, ou de réaliser les objectifs politiques par le recours à des moyens économiques. Dafir, 2012. Cette définition présente l'intérêt de mettre en exergue les liens croisés entre économie et politique, et d'interroger sur la force dominante entre intérêt privé et intérêt public. Dans un rapport de 2012, Direction des études et des prévisions financières, 2012, le ministère de l'Économie et des Finances mentionne que le développement des relations du Maroc avec l'Afrique s'est effectué en raison de l'importance du marché africain subsaharien en termes stratégiques, économiques et commerciaux, et de fait a permis de résorber le déficit commercial du Maroc avec l'Afrique dès 2010. C'est également ce qui transparaît dans la monographie de Mohamed El-Khatiri,
pour qui le développement des exportations et des investissements marocains en Afrique serait la conséquence d'une recherche de débouchés alternatifs à l'Europe. Si cela a permis au Maroc de résorber son déficit commercial avec l'Afrique, il semblerait pourtant que les intérêts économiques soient subordonnés à des objectifs politiques. De fait, alors que dans un pays comme la Turquie, le déploiement des entreprises privées à l'international est essentiellement mené par la fédération patronale TURSKOM, au Maroc le roi est à l'initiative de la diplomatie économique. L'inclusion des acteurs économiques dans la politique africaine sert indirectement des finalités politiques éminentes, Abourabi 2016. Pour Yousra Abourabi, à travers sa diplomatie économique, le Maroc est davantage à la recherche d'influence politique que de gains économiques. La diplomatie économique marocaine s'inscrirait ainsi dans une politique de puissance. Il apparaît cependant difficile, dans le cas marocain, de savoir ce qui prévaut entre intérêts économiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.